Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. L'Hebdo Politique qui se projette déjà un peu dans les élections régionales de décembre prochain. Ce soir, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, candidat en Île-de-France et fondateur du parti Debout la France. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 7 mars 1961, vous avez donc 54 ans. Votre biographie, ce n'est pas moi qui vais la faire mais aujourd'hui, mais Franck David, et c'est tout en musique. Écoutez. Nicolas Dupont-Aignan, un quinquagénaire au physique de jeune premier, toujours tiré à 4 épingles. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est dans les cabinets ministériels qu'il fait ses premiers pas en politique, auprès de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, ou encore de Michel Barnier, ministre de l'Environnement. Et en 1995, il est élu pour la première fois maire de la commune de Hyères, dans l'Essonne, presque 20 ans qu'il exerce cette fonction. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Autre année décisive, 1997. Nicolas Dupont-Aignan devient alors député de l'Essonne, l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Il en est aujourd'hui à son 4e mandat. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. D'abord membre du RPR, puis de l'UMP en 2007, en désaccord avec Nicolas Sarkozy. Tout est fini entre nous. Il claque la porte du parti majoritaire pour créer son propre parti, Debout la République. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Et ne vous fiez pas à ces airs de gentil garçon. Oui, je veux être un bisou, oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours, ou doux comme de la mousse, un bisounours. Derrière se cache en fait un rebelle. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Candidat malheureux à la présidentielle de 2012, il finira 7e. Nicolas Dupont-Aignan est un homme de conviction. Engagez-vous. Faisons de l'année 2015 une année utile pour la France. Il dénonce la corruption, veut rendre le vote obligatoire, s'oppose à l'euthanasie, à la PMA, à la GPA, mais son plus grand combat, c'est contre l'euro et l'Europe qu'il le mène, non sans une pointe d'humour. Ça fera 100, monsieur. Ah non, monsieur Dupont-Aignan, pas 100 francs, 100 euros. Avec l'euro, tout est 6 fois plus cher. Souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan se réclame du gaullisme et rêve d'un autre monde et d'une autre France. Une réaction peut-être à cette présentation, rien à redire ou alors Non, des choses à corriger? Non, il n'y a pas à corriger. Ça fait du bien d'entendre un peu de musique. Et puis ça montre que le combat est long. Mais en fait, je n'ai pas changé d'idée. Je veux une France qui soit libre et qui soit fidèle à ses valeurs et où les Français soient un peu plus heureux. Voilà. Donc ça résume un peu mon combat. C'est pas un combat nostalgique. Souvent on me traite d'anti-européen. Je suis pas anti-européen. J'aimerais que l'Europe serve à quelque chose. Voilà. Et qu'au lieu de niveler par le bas, elle élève. Et puis je pense que c'est pas être nostalgique que vouloir garder du progrès social, que vouloir pouvoir gérer son pays, être maître de son destin, quoi. Voilà. Une question sur votre mandat de maire. Comment vous êtes arrivé à la mairie de Hyères? Est-ce que vous y habitiez avant? Pas tout à fait. J'étais un parachuté. Enfin, j'y habitais. Mes parents habitaient pas loin. Et cette ville était à l'abandon. Elle avait été victime d'un élu malhonnête, RPR d'ailleurs à l'époque, puis d'un socialiste assez incompétent, faut être honnête. Et les habitants n'avaient plus aucun espoir. C'est pourquoi ils m'ont choisi, parce que choisir un type à 30 ans qui n'était pas connu, j'ai fait une liste complètement neuve avec des gens nouveaux et on a redressé la ville. On a divisé la dette par 2 en 20 ans, on en a fait vraiment quelque chose, je crois, de bien. D'ailleurs, sinon je ne serais pas réélu à 80% des voix, par des gens de tous horizons politiques. 3 fois depuis. Oui, 3 fois depuis. Je crois que je dois être c'est prétentieux, mais je dois être le seul maire réélu à plus de 80% dans une ville de 30 000 habitants. C'est pas pour me vanter. Ça prouve quoi? En tout cas, moi, ça m'a prouvé un truc, c'est que tout est possible. Et que si si on associe les gens, parce que moi, j'ai pas redressé la ville tout seul, si on associe les gens,
ils sont prêts à énormément d'efforts s'il y a un sens donné à la vie, à l'action. Et ce que j'ai fait dans ma ville, je pense qu'on pourrait le faire peut-être au niveau régional. Avec vous, nous parlerons de votre parti pour mieux le connaître et des élections régionales. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Nicolas Dupont-Aignan, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et connaître votre point de vue sur l'actualité. Quel est le point commun entre l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, l'intellectuel Bernard-Henri Lévy ou Bruno Le Roux, le chef de file des députés socialistes? Je crois que vous avez la réponse. Ils n'ont plus le droit d'aller en Russie. Exactement, ils sont sur une liste noire, comme Oui. 89 autres personnalités politiques européennes. Vous pensez quoi d'ailleurs de cette liste dressée par Je la Russie? pense que tout Provocation ça ou pas? est dommage. C'est l'Union européenne qui a commencé à mettre en place une liste noire d'officiels russes. Donc finalement, c'est légitime. Non, c'est pas légitime parce que c'est jamais bien. Quel gâchis. Moi, je n'ai pas une affection pour Poutine, mais c'est un grand pays que Poutine a redressé. Et je comprends toujours pas pourquoi le président de la République va en Arabie Saoudite à l'enterrement du roi d'Arabie Saoudite, qui lapide des gens, qui condamne à mort, qui est quand même un régime dur, et ne veut pas aller à Moscou pour le 9 mai honorer les 27 millions de morts russes contre les nazis. Je veux dire que on peut penser ce qu'on veut des régimes politiques, mais la France doit avoir des relations avec tous les régimes, et ce que fait la France aujourd'hui à la Russie n'est pas bien. Et on peut comprendre que le président Poutine en est assez de voir l'Union européenne et la France sans arrêt l'attaquer alors qu'il n'a rien fait de mal. Alors j'insiste sur le côté rapide de ces premières questions, c'est le but du jeu des premières questions. Alors je vais bannir les cigarettes des aires de jeu, c'est la décision prise par la ville de Strasbourg. Il est désormais interdit de fumer dans toutes les aires de jeu pour enfants. La mesure est-elle justifiée ou exagérée selon vous? Très bref, il y a des trafiquants de drogue aux portes de toutes nos écoles, dans tout le pays, et on va interdire à des gens de fumer dans un aire de jeu. Enfin, tout ça est débile. La France a été invitée à accueillir plus de 9000 migrants en 2 ans par la Commission européenne. Êtes-vous favorable à l'instauration de quotas en Europe? Non, parce que cela va créer un appel d'air, mais le ridicule là aussi de la situation, ou le tragique, c'est qu'il y a bien plus de 9000 migrants qui sont arrivés déjà depuis le début d'année en France, parce qu'on ne maîtrise rien. Il y en a autant qui se sont noyés dans la Méditerranée, donc l'enjeu c'est de changer de politique. Alors la Commission européenne a proposé précisément de répartir entre les États membres de l'Union européenne 40 000 migrants aujourd'hui accueillis par l'Italie et la Grèce, principalement une proposition qui est loin de faire l'unanimité. Quelle est la chanson préférée de tous les temps des Français, le savez-vous? C'est sorti il y a peu de temps. C'est Mistral gagnant, la chanson de Renaud qui devance Ne me quitte pas de Jacques Brel et L'Aigle noir de Barbara. Quelle est la vôtre d'ailleurs préférée parmi ces trois-là? J'ai une passion pour Barbara. Et ma chanson préférée, c'est une chanson de Barbara qui n'est pas l'Aigle noir, c'est Du bout des lèvres. Une autre question, le gouvernement britannique organisera d'ici la fin 2017 un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Bonne ou mauvaise décision selon vous? Bonne décision, parce que quand vous êtes face à un mur, ça fait 10 ans les Français ont voté non, par exemple, la Constitution, rien ne change. Donc il y a un moment, je pense qu'il est bon de dire maintenant, soit vous changez, soit on s'en va. Face aux soupçons de corruption à la FIFA, faut-il réétudier les attributions des mondiaux de football à la Russie et au Qatar, selon vous? Oh oui, ce serait bien, mais malheureusement, je pense que c'est cuit. En revanche, ce qui serait bon, c'est de faire le ménage. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons parler de votre parti Debout la France, anciennement Debout la République. Vous avez changé d'appellation fin 2014. À ce propos, pourquoi vous avez changé de nom? Est-ce que vous estimez peut-être que la France, c'est plus large que la République? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de République s'il n'y a pas de France. Parce que la République, c'est quand même la démocratie. C'est la devise, liberté, égalité, fraternité. Et il faut une France libre pour ça. Et moi, je constate quoi? C'est que tous les chefs d'État se succèdent, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on ait voté à gauche, qu'on ait voté à droite. Et en vérité, rien ne change parce qu'en fait, ils ne sont plus maîtres de la politique. C'est Philippe Séguin, auprès duquel j'ai travaillé, et qui me disait toujours les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Et le grossiste, il est à Bruxelles. Et c'est pas l'Europe qui me gêne, c'est le fait qu'elle soit décidée par des gens qui ne sont pas élus. Banque centrale, commission, cour de justice. Et donc, nos chefs d'État se font élire en France, les présidents, après une campagne. Et puis, une fois élus, ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est comme si vous aviez une voiture, vous n'avez pas le volant, pas le levier de vitesse. Donc, moi, ce que je demande, c'est pour ça que le combat européen est clé pour moi. Parce que c'est le moyen de retrouver la possibilité de diriger notre pays. Contrôler nos frontières, gérer notre budget, assurer la sécurité. Et c'est ça que souvent les Français ne comprennent pas.
Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point nos hommes d'État ont abandonné le pouvoir à des gens non élus ailleurs. Pour revenir sur cette question d'appellation, vous prenez aujourd'hui le chemin inverse. Alors ça peut être plutôt drôle que l'UMP, qui s'appelle désormais les Républicains. Vous trouvez ça Oui, parce qu'en vérité, la République, elle n'est pas en danger aujourd'hui. Personne ne pense qu'on va changer de régime, on va pas revenir en monarchie. En revanche, la France, elle est en danger dans son existence même, dans son identité, dans la maîtrise de ses pouvoirs. Et donc je pense qu'il est plus urgent de dire debout la France, que c'est plus large, que debout la République, parce que la République existe. Quant aux Républicains... Vous pensez quoi de cette appellation ? Je trouve ça bizarre d'appeler les Républicains. Vous voyez, ils auraient mis le Parti de la République, le Rassemblement, les Républicains. Alors moi, je pourrais appeler mon parti les Français. C'est un peu compliqué, à mon avis. Et puis, je vais vous dire ce que je pense. Allez-y. C'est que quand on s'appelle les Républicains, il faut être vertueux, exemplaire. Parce que vous savez, la République, c'est Montesquieu, je crois, et puis même les anciens. La République nécessite la vertu, c'est-à-dire l'exemplarité des dirigeants. Là, vous visez Nicolas Sarkozy ? Ah bah oui, je le dis franchement. Moi, j'ai pas envie de voir réélire François Hollande. Je pense que 3 ans de socialisme, c'est beaucoup. On va avoir 5 ans, ça suffit. Et le meilleur atout de François Hollande pour être réélu, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et je dis aux électeurs de droite, mais arrêtez. Il s'est mal comporté au pouvoir. Il a fait élire François Hollande, parce que François Hollande n'aurait jamais été élu si Nicolas Sarkozy s'était bien comporté. Et vous recommencez, vous reprenez le même, il recommence, il fait des conférences au Qatar à 150 000 € de l'heure, il prend un avion privé pour aller au Havre, il a triché avec ses comptes présidentiels, c'était sanctionné par le Conseil constitutionnel, ça a été rejeté. Moi, j'ai fait une campagne présidentielle, j'ai respecté la loi. Il ne l'a pas respectée. Et vous l'élisez à la tête du principal parti. Vous allez à la catastrophe. C'est la démocratie s'il est réélu. À la tête du parti. Mais est-ce que vraiment les électeurs de droite veulent voir la gauche réélue alors qu'elle est si minoritaire ? Et ce qui s'est passé au Congrès, quand je vois, on peut être d'accord, pas d'accord avec Juppé, Fillon, Sarkozy, mais commencer un Congrès en se sifflant les uns les autres, moi je suis content de ne plus y être. Et je vois d'ailleurs beaucoup de responsables, même UMP, rejoindre Debout la France en ce moment. J'en ai encore un dans le Tarn. Ça, combien vous connaissez le mouvement, l'ampleur ? C'est important en tout cas. Des adhérents, il y en a beaucoup, il y en a toujours eu. Parce que moi j'ai quitté l'UMP, il y en a qui sont venus de l'UMP, pas seulement. Mais là, en ce moment, on a des responsables. Je prends par exemple le secrétaire départemental adjoint du Tarn, celui de l'Ariège, un maire adjoint à Charleville-Mézières qui a été élu conseiller départemental, des piliers. On a des piliers dans des petits départements. Il y a plus de l'UMP, de l'ancienne UMP, qui viennent chez nous. Pourquoi ? Il y a plus d'élus, de militants de l'UMP qui viennent vers vous ou du Front National aujourd'hui ? Oh, de l'UMP principalement. Donc vous êtes de plus l'UMP, proche aujourd'hui du centre, de l'UMP que de la gauche aussi. Même du Parti Socialiste ? Oui, des adhérents, pas des responsables. C'est étonnant ce qui se passe, parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas tort, ils se disent, ils sont tous un peu, ils défendent tous, ils font tous la même chose. Prenons au moins déjà des gens honnêtes. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas prendre des gens qui pensent quand même un peu différemment et qui ont une nouvelle génération ? C'est pas pour dire, c'est pas ce qui est nouveau, ce qui est bien, mais quand même, on est le seul pays au monde, quand même, on est le seul pays au monde où des gens qui ont échoué au pouvoir se représentent. Enfin, c'est quand même ahurissant. Il n'y a pas un pays qui marche comme ça. Donc on va avoir jusqu'à éternellement, Valéry Giscard d'Estaing, il a voulu se représenter éternellement, Sarkozy, il y a un moment, peut-être qu'on peut tourner la page. Vous êtes le fondateur de Debout la République et donc par ricochet de Debout la France. Est-ce que votre parti est taillé sur mesure pour vous ? Est-ce que Debout la France, c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan ? Non, il ne faut pas. Ça l'est obligatoirement parce que j'en suis le leader et que vous savez, dans le système médiatique, c'est très difficile de percer. J'ai des gens très bien autour de moi. Et qui ne bougera pas. Des gens très bien autour de moi. Il y a Dominique Jamais, qui est un ancien journaliste. Il y a Laurent Jacobelli, qui est un jeune formidable, qui commence à faire des médias. Mais les médias disent, ah bah, on les connaît pas, alors on invite celui qu'on connaît. Il y a des gens très bien autour de moi, simplement ils sont moins connus qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent avec nous, ce sont des gens qui n'ont pas de grandes fonctions, certes, mais qui travaillent dans la vie civile, qui sont dans la vie associative, qui ont envie de changer leur pays. Et je crois qu'entre nous, ils seraient bien meilleurs que ceux qui sont au pouvoir. Vous le disiez, aujourd'hui, vous êtes le représentant charismatique de votre parti. Je sais pas, en tout cas. Un peu à l'image de Jean-Marie Le Pen quand il a fondé le Front National en 1972. Est-ce que vous espérez un destin à l'image de Jean-Marie Le Pen ? Je ne parle pas des idées politiques, je parle du chemin parcouru. Je vais vous dire, même si la fin, c'est on la très connaît. difficile, sous la Ve République, face à deux partis qui sont des clans, j'allais dire des mafias, comprenez le terme, au sens qu'ils s'entraident. En Essonne, ici, ça a été une vraie mafia.
Georges Tron, mis en examen, je vous passe les détails, tout le monde le soutenait. J'étais le seul à dire c'est pas possible quand même. Donc c'est vrai que ces deux partis sont des clans qui ne se renouvellent pas et qui font pas le ménage chez eux et que c'est très difficile de se frayer un passage. Le Front National y a réussi, les Verts y ont réussi aussi, avec leurs défauts. Nous sommes le troisième à vraiment essayer. Il y a eu Pasqua, il y a eu Chevènement, il y a eu Villiers qui ont essayé, qui ont échoué. Donc c'est pas facile. Mais moi je vais vous dire, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand vous voyez qu'il y a 75% des Français qui ne veulent pas de Hollande à nouveau président et 72% de Sarkozy, et qu'il y a 65% des Français qui ne veulent pas de Le Pen président. Et veulent-ils Nicolas Dupont-Aignan ? Il faut leur laisser la possibilité. Vous avez raison. Mais au moins qu'ils aient le choix. Or, aujourd'hui, on ne leur donne pas le choix. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le petit système qui nous gouverne, la petite caste, est ravi qu'il y ait le Front National d'un côté, parce qu'ils se servent du Front National et de ses excès pour dire aux gens, soit vous continuez avec les incapables qui nous gouvernent avec l'échec depuis 20 ans, soit vous êtes un horrible Front National. En gros, c'est ça qu'ils disent. Vous êtes entre les deux, finalement. Oui, parce que je pense qu'on peut être contre le système sans aller aux extrêmes dans je dirais, parfois des abus. Le Front National, et je vais être clair, moi je ne l'ai jamais diabolisé. Je trouve ça idiot. C'est un parti républicain. On vous pose souvent la question de l'alliance, d'ailleurs. Oui. C'est une question qui n'a pas de sens, selon vous ? Elle n'a pas de sens parce que souvent, elle est posée avec une arrière-pensée de dire, voyez, quelqu'un qui, comme moi, veut changer les choses, finalement, n'a pas le droit de les changer. En tout cas, sur il l'Europe, devrait vous êtes d'accord aller, sur beaucoup de points. tout à fait, c'est vrai, mais il devrait aller obligatoirement au Front National. Mais sur l'Europe, prenons un exemple. Le Front National veut sortir complètement de l'Europe. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas d'Europe. Je veux une autre Europe. Et d'ailleurs, souvenez-vous au référendum de 2005, il y a eu 55% de Français. Je ne sais pas si vous aviez voté, vous étiez peut-être... Non, j'étais trop jeune. Ouais. Trop jeune, bon. Il y a quand même 55% de Français qui avaient voté non. Est-ce que ces 55% de Français veulent le programme du Front National ? Non. Bon, sinon le Front National ne serait pas à 25, il serait à 55. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système UMP, PS, enfin républicain, PS, Verts, centriste, profite du fait qu'il n'y ait personne d'autre que le Front National pour se maintenir au pouvoir en imposant une voie qui n'est pas désirée par les Français. Eh bien moi, je veux offrir aux Français la possibilité de changer le système sans pour autant tomber dans les extrêmes. Vous serez indépendant quoi qu'il arrive, ou si un jour il doit y avoir alliance, vous avez plus d'atomes crochus avec le Front National ou les Républicains aujourd'hui ? Ni l'un ni l'autre, parce que justement, si je fais tout ça, c'est parce que je ne veux pas qu'on soit coincé dans ce piège. Et ce piège, c'est ça qui est responsable. À vous ? Attendez, c'est ce piège qui explique l'abstention. S'il n'y avait pas d'abstention, vous pourriez légitimement me dire, Monsieur Dupont-Aignan, vous rêvez, voyez, regardez, vous faites X%, 5%, et les autres, ils en font. Pourquoi vous êtes là ? Mais il y a 50% de Français qui sont écœurés. Et je veux m'adresser à eux. Ne vous abstenez pas, parce que quand vous vous abstenez, vous faites le jeu de ceux qui sont au pouvoir. Donc, je vais vous offrir une voie. Après, s'ils ne veulent pas la prendre, je ne peux pas les... Hein. On va parler de vos positions politiques, pour ceux qui ne les connaissent pas. On vous résume souvent comme un souverainiste. Est-ce que ça vous va bien ? J'aime pas du tout ce mot. Non ? Non, parce qu'il n'est pas compris d'abord par les Français, qu'ils l'assimilent à royaliste. Quel est le mot qui vous... Gaulliste. Gaulliste, pourquoi ? Parce que j'aime... Beaucoup d'hommes politiques disent qu'ils sont gaullistes aujourd'hui. Oui, mais il y en a beaucoup de traîtres. Que ça soit à l'extrême droite, à gauche. Oui, la référence à De Gaulle est souvent faite. Oui, vous avez raison, parce que c'était un homme exemplaire, honnête, et qui servait les Français au lieu de se servir, et surtout qui était pour l'indépendance de la France, mais pas l'indépendance de la France comme un repli, mais comme une conquête. Je prends un exemple, parce que souvent on dit vous êtes anti-européen. Non. Airbus, magnifique. 4-5 pays qui se mettent d'accord pour produire un avion et être leader mondial. Ça, pourquoi on ne le fait pas dans 15 domaines ? Pourquoi on fait une Europe qui nous embête dans la vie quotidienne ? Il faudrait revenir en arrière ? Non, en avant. Pour conquérir le monde, on a besoin de s'allier entre Européens. Inventer la voiture propre, la lutte contre le cancer, l'énergie de demain, le génome humain, on est en Essonne, toute la question de la carte ADN. Vous l'imaginez à combien de pays, votre Europe idéale ? À la carte. Pourquoi on n'invente pas la lutte contre le cancer avec à 4 les ou 5 pays, les pays qui le souhaitent, qui ont de la recherche scientifique ? Pourquoi on n'invente pas la voiture propre à 3 ou 4 pays ? Tant qu'on aura l'idée qu'il faut faire l'Europe à 28, et puis maintenant avec la Turquie,
Ça Pourquoi ne la marchera Turquie, pas. elle est pas en passe de devenir Vous européenne, la pensez Turquie que, C'est gelé l'adhésion. on continue à Bruxelles à négocier en douce. Il y a un accord d'immigration qui est signé. Il y a des choses gravissimes qui se font dans le dos des peuples. Le traité TAFTA, vous savez, le traité transatlantique qui va détruire notre mode de vie. Le poulet à l'eau de Javel, le bœuf aux hormones et tout ce qui suit. C'est pas ce que pensent les eurodéputés français en tout cas. Eh ben non, c'est ça le drame. Ils pourront réécouter les émissions sur Radio Sensation. Eh ben oui, c'est ça le drame. C'est qu'ils votent tout ça dans notre dos et que nous, on va avaler la couleuvre. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Mais c'est pas contre l'Europe. On me caricature, souverainiste, ringard, machin. Finalement, l'Europe un peu d'avant, d'après-guerre, qui a été fondée au début. Non, pas. Mais celle au début, c'est vrai, elle a bien marché. Pourquoi elle a bien marché ? Parce que elle s'occupait de faire ce qu'on ne savait pas faire seule et elle ne se mêlait pas de nos affaires. Et puis après, elle a voulu se mêler de tout. Ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, quand on va dans un mur, il y a un moment peut-être, quand on s'est bien fait mal à la tête, on se dit tiens, on va reculer, on va prendre un autre chemin. Tant qu'on ne fera pas ça, on continuera à avoir migration incontrôlable, insécurité, c'est pas obligatoirement lié d'ailleurs, mais les lois qui nous obligent à libérer les voyous en permanence, et chômage de masse. Et regardez ce qui se passe en Espagne, en Grèce, en France. Vous ne pouvez pas condamner la jeunesse au chômage de masse. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu le succès du film, là avec Vincent Lanoux ? La loi du marché. Oui, parce qu'on ne peut pas condamner des femmes et des hommes au chômage de masse. Moi, ici, dans ma commune, hier, j'ai eu 4 suicides de plus de 50 ans, de chômeurs de longue durée. 4 suicides. Mais comment on peut accepter cette société-là ? Est-ce que la France, c'était mieux avant ? Je ne crois pas au mieux avant. Simplement, c'était quand même mieux quand il y avait 3% de croissance ou 4% de croissance et un chômage de moitié et que les jeunes commençaient leur vie en se disant « on a du boulot, on va conquérir la vie ». Vous ne pouvez pas faire fonctionner, c'est comme une bicyclette, un pays à l'arrêt. Il faut libérer les forces des PME, il faut aider notre jeunesse, il faut créer de l'emploi, relancer l'activité, il faut investir dans la science. Vous ne pouvez pas continuer à gérer la France comme ça. Est-ce que vous estimez que les problèmes économiques, notamment de la France aujourd'hui, sont tous dus à l'Europe ? Non, ou une partie bien sûr seulement ? Que non, pas tous dus à l'Europe. Mais quand vous avez les charges les plus élevées sur les PME du monde, quand vous avez une monnaie, heureusement, qui vient de baisser, mais qui était trop chère pour exporter, quand vous avez des normes, des milliers de normes imposées par Bruxelles, quand vous avez l'interdiction d'aider vos champions nationaux, comme le font pourtant les Américains, quand vous avez l'interdiction de vous protéger un minimum, comme le font les Chinois, les Américains, les Japonais, tous les pays du monde, comment voulez-vous être un boxeur sur le ring de la compétition mondiale quand vous avez les mains attachées dans le dos ? Et ça, c'est l'Union européenne qui est devenue une entreprise folle. Il faut libérer la France, lui redonner de l'énergie. On va changer de domaine, on va passer à l'école. Vous voulez reconstruire l'école, c'est inscrit sur votre site internet, dans votre projet. En cette période de débat autour de la réforme du collège, quelle est votre vision du collège à vous, le collège du futur, c'est lequel ? C'est très simple. C'est d'abord, la réforme Vallaud-Belkacem est un scandale. Vous parliez même de dégueulasse sur une émission. Oui, c'était une expression de François Bayrou que j'ai reprise. Parce que je vais vous dire pourquoi elle est dégueulasse, cette réforme. C'est parce que les enfants, les déshérités, les plus modestes, ceux qui n'ont pas leurs parents qui peuvent les aider, vont encore plus décrocher, puisqu'on réduit les exigences. J'ai reçu, la semaine dernière, des profs de collège, de tout horizon politique de ma ville. Tout horizon politique. Ils m'ont montré les chiffres. Il y aura 3 heures de moins par semaine d'apprentissage de savoirs fondamentaux français et maths. 3 heures, c'est 10% du temps. Comment voulez-vous que nos gamins, et notamment ceux qui ont le plus de mal, s'en sortent si vous réduisez les matières fondamentales ? Et tout ça pour faire des travaux pratiques. Vous estimez que le collège aujourd'hui va bien, il faut rien revoir ? Il ne va pas bien du tout. Mais il ne va pas bien pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Là il y a 20 ans, là. Non, on aggrave une dérive. C'est un changement, vous avez raison, mais qui continue dans la ligne des précédents gouvernements. Je vais vous donner un exemple. Un élève qui arrive en fin de 3e, par rapport à il y a 20 ans, il a 500 heures de moins d'enseignement de collège. De français, pardon. 500 heures de moins, en comptant depuis le début du primaire. Après, on s'étonne qu'en arrivant en université... Qu'il y ait des fautes d'orthographe. Pas des fautes d'orthographe, c'est qu'il n'ait pas le vocabulaire et qu'il soit obligé de refaire des cours pour se mettre à niveau. On s'étonne aussi qu'il y ait de la violence dans les établissements. Mais comment voulez-vous demander à des élèves de collège qui arrivent en 6e, sans savoir lire,
Comment vous pouvez leur demander d'être calmes quand ils sont au fond de la classe et qu'ils ne comprennent pas les textes qu'on leur fait lire? Vous savez combien il y a d'élèves qui n'arrivent pas à déchiffrer un texte à l'entrée de 6e? Non, je ne sais pas. Allez-y. 18%. Statistique officielle du ministère de l'Éducation nationale. Alors la question simple, elle est de savoir quoi? Il faut de l'autorité dans les classes, il faut que les profs puissent faire classe dans le silence. Tous les profs, que vous allez interviewer des profs, ils vous diront qu'ils font une demi-heure de discipline pour 20 minutes de cours. Il faut ensuite qu'il y ait des heures concentrées sur le français au CP, en primaire, et il faut qu'au collège, en 6e, les enfants sachent parler français, l'écrire, le comprendre, pour pouvoir suivre la reste de la scolarité. Tant qu'on ne fera pas ça, on se fera plaisir, et on aura 150 000 jeunes qui décrochent sans aucune formation à la fin de leurs études. Avant de faire une pause musicale, dites-nous combien d'adhérents revendiquez-vous aujourd'hui à Debout la France ? 14 000 et des poussières. Très bien. Eh bien, c'est l'heure de faire une pause musicale alors, et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des élections régionales en Île-de-France. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, fondateur du parti Debout la France et candidat aux élections régionales en Île-de-France. Je rappelle les dates des élections, les 6 et 13 décembre prochains. À ce propos, certains souhaitent déplacer ces élections avant ou après pour ne pas interférer avec la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il repousser ces élections ? C'est l'avis de Jean-Pierre Raffarin. Oui, écoutez, la date est fixée. Il faut arrêter toutes les polémiques inutiles. Pas oui, de changement. Vous ne croyez pas qu'il y a déjà pas mal de polémiques et de problèmes dans notre pays? Alors bon, s'ils veulent repousser, ils repoussent. Ils font ce qu'ils veulent. Vous étiez déjà candidat pour la région Île-de-France en 2010. Vous aviez rassemblé un peu plus de 4% des suffrages exprimés. L'objectif est de faire plus en décembre prochain, c'est ça? Ah bah oui, l'objectif c'est de faire plus de 10%. Pour avoir en dessous, ça serait un échec en dessous de 10? En tout cas, il faut avoir 10% pour avoir un groupe indépendant à la région Île-de-France. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un scrutin proportionnel. Ce n'est pas les scrutins habituels. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment être représenté par ceux que vous aimez. Il n'y a pas de vote utile. C'est un scrutin proportionnel. Et moi, je veux fonder un groupe à la région Île-de-France que les franciliens et des conseillers régionaux qui pensent aux franciliens et pas à des clans, à des mafias, à des groupes de partis qui se désintéressent complètement de la vie quotidienne des gens. Pour l'instant, les sondages vous créditent de 5% environ des intentions de vote. On est vote. même à 6,5%. Donc est-ce que vous faites attention à ça? Oui. Bah oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il ne faut pas mentir dans la vie. Et alors, je regarde. Ça vous inquiète? Non. 6,5%? Non, parce que je vais vous dire, j'ai lancé mon action politique avec des sondages qui étaient, s'ils avaient pu exister, en dessous de 0. Et à la présidentielle, on me mettait à 0 tout le temps. Vous avez fait et on a fait 2%. Ouais, enfin 1,79. Ouais. 1,8. Ce qui représente près d'1 million de Français. Un peu moins, 800 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré des sondages à 0, il y a quand même des gens qui avaient envie de voter pour nous. Et si les sondages avaient été honnêtes, sont à 6, à 2 ou à 4, comme aux européennes, on a fait 4%. Le jour où vous serez à 20%, vous serez à 100% en fait. Exactement. Donc vous me mettez en boîte, et vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sous-estimé. Donc avoir des sondages à 6% en Île-de-France, ça veut dire qu'on n'est pas loin de 10%. Et ça veut dire qu'enfin, on va pouvoir bouleverser le système régional. Moi, je ne supporte plus comme maire, je suis maire depuis 20 ans. Je serai le seul maire tête de liste. C'est pas innocent. C'est quoi l'avantage d'être maire Je crois qu'on a les pieds sur terre. Et quand je vois la manière dont est gérée la région par les socialistes depuis 18 ans, avec les gaspillages, la situation des transports, mais quand je vois aussi que Mme Pécresse, UMP républicain, critique beaucoup M. Huchon et les socialistes, mais a signé le fameux Grand Paris avec les socialistes, ce projet, ce grand gâchis qui fait que tous les crédits vont vers des dépenses pharaoniques, somptuaires, alors même qu'on n'est pas capable de réparer les RER, de faire marcher nos routes, de les rénover. Moi, je vais faire une campagne sur un autre projet. Nous serons les seuls. C'est-à-dire sur un projet radicalement différent qui est d'investissement de proximité. On va revenir sur votre campagne. En 2010, vous n'aviez présenté qu'une candidature en région Île-de-France pour Debout la République. Cette année, vous serez présent sur les 13 nouvelles régions et à La Réunion également. Ça a été simple de désigner les têtes de liste à chaque fois ou il a fallu faire des arbitrages? Non, c'était naturel? Ça s'est fait naturellement. On a pris des très jeunes, des nouveaux. Ce que vous le Benjamin, 24 ans, qui est brillantissime en Bourgogne.
notre secrétaire général en Champagne, le responsable des jeunes en Normandie. C'est pas un risque, le manque d'expérience aussi, Oh, parfois, au-delà des je vais vous qualités? dire, je préfère un jeune à la tête bien faite qui a déjà de l'expérience d'ailleurs comme travailleur, travaille. Ils ont déjà des expériences plutôt que des barons qui se servent depuis 20 ans et n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. On ne peut pas accepter, en tout cas moi en tant que citoyen et en tant qu'élu local, je n'accepte plus de voir l'argent des contribuables gaspillé dans des projets pharaoniques qui sont perdus, quoi. Regardez le musée Confluence à Lyon qui a coûté 300 millions d'euros, qui ne sert à rien. Regardez la manière dont le projet du Grand Paris, l'idée d'un Grand Paris, pourquoi pas? Mais 20 milliards d'euros pour faire un métro circulaire. Vous pourrez revenir dessus, sérieusement, si vous avez un groupe ou si vous êtes élu Mais à la on tête fera de la tout région? Pour revenir à des choses raisonnables. Parce que avec 10% des 20 milliards, 10%. Donc 2 milliards. 2 milliards. Moi, je vous rénove les RER qui sont utilisés par 3 millions de franciliens tous les jours. Parce que le drame, moi j'ai un RER D ici. Pourquoi c'est important d'être maire pour être, je pense, bien à la région? C'est que je vois au quotidien que la Société du Grand Paris, ils ont créé une société, ils ont recruté des gens, ils ont levé des emprunts pour 1 milliard d'euros. Et au même moment, on m'explique qu'il n'y a pas l'argent pour acheter 5 rames qui manquent avec des trains supprimés tous les soirs. On m'explique qu'il manque de l'argent pour refaire les aiguillages. Donc il y a un moment, moi j'ai l'impression que ces gens-là sont tombés sur la tête. Je vous le dis. Le Grand Paris, c'est aussi des nouveaux métros qui arriveront Mais- dans la banlieue sud et la ligne Mais- 18 en Yvelines et en Essonne. C'est bon ça, Mais finalement. c'est formidable. Mais c'est formidable. Mais ça sera dans 20 ans. Et en attendant, vous prenez le RER, vous ne pouvez pas rentrer dans les rames. Vous montez dans des bus qui ne sont pas climatisés, alors que dans toutes les capitales du monde, ils sont climatisés. Vous n'avez pas de création de lignes de bus en grande couronne. Moi, je suis élu de l'Essonne. L'Essonne, les Yvelines, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne sont les grands perdants du Grand Paris. Parce que tous les investissements sont concentrés là où il y a déjà des métros. Alors bien sûr que ça peut être sympa de faire un métro circulaire. Je ne nie pas l'utilité. Mais est-ce Vous qu'il dites faut c'est pas la mettre... priorité. Est-ce qu'il faut mettre 5 milliards d'euros qu'on n'a pas et qu'on mettra 20 ans à faire là, ou est-ce que dès le départ, on met l'argent pour réparer? Moi, je veux en 2 temps. Je veux d'abord qu'on répare l'existant et puis après qu'on commence à préparer le Grand Paris. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qu'ils sont en train de faire. Mais parce qu'ils ne vivent plus avec les gens. Et ils ne vivent pas en grande couronne tous. Ce sera votre thème de campagne Oui. numéro 1, le Grand Paris? Le Grand Paris, le grand gâchis. Réorientons les investissements vers la vie quotidienne. Et puis j'ai une autre priorité. À cause des Verts, moi je suis pour l'environnement ici. J'ai fait des trucs exceptionnels. Enfin vraiment, sans se vanter, on a fait des trucs exceptionnels dans cette ville, dans notre ville, pour l'environnement. On a chassé les promoteurs, on a investi dans les technologies propres, enfin bon bref, pour les animaux, enfin bon, on a fait plein de trucs. Mais on n'a pas fait une écologie punitive. Les Verts ont interdit tout investissement routier en Île-de-France. C'est absurde. Moi, ici, j'ai un bouchon de Vinoche-Saint-Georges qui est le premier bouchon d'Europe, presque, uniquement parce qu'on n'est pas capable d'investir 10 millions d'euros pour faire une voie supplémentaire ou améliorer le carrefour. Donc, qu'est-ce que je demande? Je demande qu'on lance un plan d'urgence d'1 milliard d'euros. C'est 5% du Grand Paris, qui s'ajouteront aux 2 milliards pour les transports publics, pour les petits aménagements routiers qui débloquent des carrefours où des millions d'heures sont perdues tous les jours. Et ce n'est pas pollué, parce que les embouteillages polluent plus que la circulation normale. On parlait des scores pour la région Île-de-France, pour Debout la France. D'un point de vue national, est-ce que, pareil, vous avez un score? Vous connaissez les régions où on vous attend le plus, où on vous attend le moins? Oui, on aura, je pense, en Normandie, on a beaucoup d'élus locaux qui s'investissent avec nous. D'ailleurs, j'ajoute qu'en Île-de-France, je ne serai pas seul, hein. Il y a le maire de Saint-Prix, réélu à 80% dans le Val d'Oise depuis 3 fois, Jean-Pierre Angelbert, qui sera tête de liste dans le Val d'Oise. Il y a un responsable associatif qui vient d'ailleurs du Front de gauche de Seine-Saint-Denis, Eugène-Henri Mort. Il y a des élus locaux partout qui sont en train de se lever. Parce que les élus locaux, ils voient bien ce qui ne marche pas. Sur la question du score, en point de vue national, je vois que vous êtes tenace. Vous n'avez pas d'objectif? Peut-être on a vous n'avez l'objectif pas du meilleur possible. Mais moi, gagner des régions? Honnêtement, ça sera difficile parce que il faudrait un vrai bouleversement. Mais vous savez, dans la vie, il faut toujours tout tenter. Déjà,
moi je peux donner l'assurance aux gens qui voteront pour nous qu'ils auront des conseillers régionaux grâce au scrutin proportionnel, qui les défendront et qui auront un regard différent sur les votes, qui ne voteront pas pour renvoyer l'ascenseur à Sarkozy ou à Hollande, qui ne voteront pas sur des questions, d'intérêt, de corporatisme. Donc complètement indépendant. Indépendant pas d'alliance et au envisageable service, sur n'importe quelle région. Service des habitants. Et j'ajoute un point, au service des territoires pour qu'on répartisse mieux les investissements. Parce que si vous regardez dans les régions, moi ce qui me choque, c'est bien de faire des zéniths dans toutes les régions. C'est bien de faire même des grands stades, mais honnêtement, on est en train de concentrer les équipements pharaoniques toujours dans les métropoles, et les territoires, les petites villes moyennes, les territoires ruraux sont totalement abandonnés. Et c'est pareil en Ile-de-France. On est en train de tout mettre en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. D'ailleurs, avec le mécontentement des élus de Val-de-Marne, qui voient qu'il va y avoir de la spéculation immobilière autour des gares du Grand Paris, et on laisse à l'abandon la Grande Couronne. Et vous savez combien d'habitants il y a en Grande Couronne? Vous le savez bien, 5 millions, 4 millions, près de 5 millions. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des habitants d'Île-de-France qui sont en Grande Couronne. Et ils sont abandonnés, totalement abandonnés. En termes de programme, est-ce que vous aurez un socle commun à toutes les régions ou chaque programme sera ciblé pour chaque région? Il y a un socle commun. Quelles sont les idées qui... Le socle commun, c'est de faire un grand ménage. D'accord. Réduire les frais de fonctionnement. Toutes les régions, un grand ménage. Réduire le clientélisme associatif, c'est-à-dire l'argent donné n'importe comment, et stopper les grands projets pharaoniques. Ça, c'est commun à toutes les régions. Et toute personne mise en examen devra démissionner immédiatement. Mise en examen. Moi, je ne supporte plus en Essonne, pour parler clair, parce que j'ai vécu ça, de voir la cohorte de mise en examen, leur arrogance, leur volonté de se maintenir éternellement au pouvoir. Ce n'est plus possible. S'ils sont innocentés, ils pourront revenir. Mais en attendant, pour assurer leur défense, qu'ils nous laissent tranquilles. Dernière question, est-ce que les élections régionales, c'est un parfait tremplin pour Nicolas Dupont-Aignan avant les présidentielles de 2017, la présidentielle de 2017? Écoutez, on se projette beaucoup déjà. Oui, vous êtes beaucoup plus compliqué que moi, en fait. Beaucoup plus... non, je vais être très franc avec vous. Je ne vais pas cacher... Pourquoi je cacherais le fait que j'ai envie de servir mon pays? Mais moi, je pense qu'il faut faire les choses les unes après les autres. Si vous voulez, ce que je veux, c'est vraiment essentiel, c'est que les Français se réveillent. Moi, je vois beaucoup de mes concitoyens, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, on est écœurés, on ne supporte plus la classe politique, on coupe même les micros quand on entend un homme politique à la télé. Mais en même temps, ils me disent quelque chose qui me choque. Ils ont raison sur le premier point, mais ils ont tort sur la conséquence. Ils me disent, de toute façon, on ne peut rien faire. Et ça, c'est terrible, parce que si on se dit on ne peut rien faire, il n'y a plus de démocratie. Vous servez à quoi alors s'il n'y a plus de démocratie? Moi, je sers à quoi? Comment on va changer le pays? Et je vais vous dire pourquoi je suis un peu accrocheur et pourquoi je me bats. C'est que dans ma ville ici, quand je suis arrivé ici, en 94, c'était une ville qui était pourrie par les affaires, qui était démoralisée. Les gens vendaient leur maison ici, 30% inférieur du prix. On vous disait la même chose? On me disait exactement la même chose. Vous n'y arriverez jamais. Alors comme c'est plus petit, j'ai pu faire une campagne. Et on a pu aller dire aux gens, mais secouez-vous, vous n'allez pas laisser crever votre ville. C'est exactement la même chose pour le pays ou la région. Vous vous plaignez de vos hommes politiques, vous les trouvez nuls, corrompus pour certains, pas tous, parce qu'il y en a des très bien, attention. Mais alors, votez, et moi je vais vous offrir la possibilité de voter. Mais pour ça, on a besoin de vous, journalistes, parce que si on entend toujours les mêmes, c'est clair qu'ils ne nous connaissent pas. Et on a besoin que tous les gens se réveillent. Alors après, moi je ne dis pas que je suis parfait, personne n'est parfait. Mais on ne peut pas laisser un pays, une région, une ville, comme ça, résigné. Vous voyez, la résignation, c'est toujours dangereux. Voilà. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes député maire de la commune de Hyères dans l'Essonne, président et candidat au régional en Ile-de-France sous l'étiquette Debout la France. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine pour une émission spéciale enregistrée au Parlement européen de Bruxelles. L'hebdo politique.